avons appelé à cette conférence de presse ce matin pour d'abord faire le constat du dialogue qui s'est déroulé entre les acteurs politiques et dire la position de notre mouvement L'Appel des Patriotes sur ce que nous pensons être l'attitude que l'opposition doit développer après que le dialogue qui a suscité tant d'espoir a connu un échec retentissant. Parce que l'échec que nous avons connu cette fois-ci est patent et c'est pire que l'échec qu'a connu tous les autres dialogues que le Togo a connu. Il faut préciser que quand nous avons lancé notre appel au mois de septembre 2013 et que nous disions que l'opposition, après 23 ou 24 ans d'existence, avait besoin de s'organiser pour devenir une force politique gagnante et ne pas rester dans la victimisation, parce que pendant tout le temps, l'opposition s'est prise pour une victime en disant les mauvais sont dans l'autre camp, du côté du RPT, du côté du pouvoir, du côté du Parti uni, et les bons sont dans son rang. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ce discours. Les bons et les mauvais sont dans un camp comme dans l'autre. Et chacun fait de la politique, chacun défend ses intérêts. Le Parti uni défend ses intérêts qui consistent à conserver le pouvoir. Nous savons par ailleurs que le pouvoir ne se donne pas. Dans aucune société, même dans les pays à démocratie avancée, personne ne remet le pouvoir à son adversaire. L'adversaire s'organise, se bat pour prendre le pouvoir. L'opposition défend également ses intérêts, c'est-à-dire travailler pour arriver au pouvoir. Par rapport à ça, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. En tout cas, les bons et les mauvais ne sont pas dans un camp. Alors, nous disions, quand nous avons lancé l'appel, que l'opposition devait s'organiser. Et pour nous, cette organisation passe d'abord par la tenue de ce que nous avons appelé les États généraux. Aujourd'hui, le concept est à la mode. Dans presque tous les secteurs qui ont des difficultés, on organise les États généraux. Les États généraux, c'est quoi? C'est un bilan qui permet d'évaluer le parcours qui a été fait, de soumettre à l'autocritique les stratégies et les méthodes et de dégager de nouvelles perspectives face au contexte. Pour nous, il est évident que l'opposition, qui est une organisation et qui a la gestion de la lutte, doit pouvoir également se soumettre à un exercice d'évaluation, à un exercice de bilan pour renouveler ses stratégies pour pouvoir aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé les États généraux. Et les États généraux étant le préalable pour engager l'opposition dans une dynamique unitaire. Parce que pour nous, face à un pouvoir qui a tous les moyens d'État, l'argent, les forces armées, qui par ailleurs ne sont pas encore complètement républicaines, même s'il est avéré qu'il y a eu des efforts sur les dernières années. Tout le monde sait, et c'est un secret de polichinelle, que les forces armées togolaises sont encore du côté du parti au pouvoir. Alors, le parti au pouvoir peut compter sur le soutien des forces armées, les forces de gendarmerie, les forces de police, les services de renseignement et éventuellement des réseaux à l'international, des multinationales comme Bolloré et autres. Donc, face à un pouvoir qui a tous ces moyens, il faut que l'opposition recherche le rapport de force. Et pour nous, à l'appel des patriotes, le rapport de force ne peut pas se trouver dans un seul regroupement. Le rapport de force ne peut pas être développé par le seul CST, par la seule coalition arc-en-ciel et encore moins par les partis de l'opposition extra-parlementaire. C'est ensemble que l'opposition peut déployer et
nécessaires qui permettent de mettre le parti UNIR en difficulté. Et nous avons préconisé donc une dynamique unitaire. Et nous avons dit également qu'il est important que face à un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, que l'opposition désigne un seul candidat face au candidat du parti UNIR. Nous ne croyons pas si bien dire à l'époque, parce que les gens nous ont rétorqué que, eh bien, il y a encore la possibilité de faire les réformes ou d'exiger les réformes, surtout sur le mode de scrutin. Les gens disent, nous pouvons aller à un mode de scrutin à 2 tours. Alors pourquoi l'appel des patriotes va-t-il trop vite en besogne en disant qu'il faut présenter un candidat unique face au candidat du parti unique? Alors, je disais tantôt que nous ne croyons pas si bien dire, et nos propositions sont aujourd'hui un oracle, parce que nous étions presque convaincus que le pouvoir UNIR ne fera pas les réformes, surtout les 2 réformes essentielles que l'opposition exige, à savoir la limitation du mandat avec effet immédiat et puis la réforme du mode de scrutin. Nous étions convaincus, c'est pour cela que très tôt, avant même que nous n'entamions l'année 2014, nous avions exigé cette dynamique militaire. Nous n'avons pas été écoutés et l'opposition a abordé le dialogue en rang dispersé. Alors pourquoi le dialogue a-t-il échoué? Je pense que c'est aujourd'hui la grande interrogation. Et qu'est-ce que l'opposition doit faire aujourd'hui? Pourquoi le dialogue a échoué et qu'est-ce que l'opposition doit faire aujourd'hui? D'abord, pourquoi le dialogue a échoué? Le dialogue a échoué parce que il y avait eu ce qu'on appelle une absence totale de rapport de force. Parce que lorsque vous demandez un dialogue et que au cours de ce dialogue vous demandez à l'adversaire de faire des réformes qui vont le fragiliser, parce que les réformes vont fragiliser le parti UNIR et ces réformes vont permettre que les élections soient transparentes et peut-être que l'opposition va gagner ces élections pour arriver au pouvoir. Donc dans ces conditions, il est difficile que spontanément le parti UNIR manifeste la volonté de faire ces réformes. Pour nous, il était important qu'avant d'aborder ce dialogue, l'opposition se soit assurée du rapport de force. Alors, on se souvient de toute la démarche qui a conduit à ce dialogue. M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, s'est rendu chez le chef de l'État après qu'il ait envoyé une lettre et il a demandé le dialogue. Le dialogue a été presque quémandé. Or, nous savons qu'en politique, le dialogue, ou bien tout dialogue politique, est consécutif à un rapport de force. C'est-à-dire que quand vous développez un rapport de force qui met en difficulté le fonctionnement normal des institutions, eh bien spontanément, on appelle les acteurs politiques du pays au dialogue. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu déploiement de rapport de force qui ait permis qu'on arrive spontanément à ce dialogue. Le dialogue a été demandé. Donc, absence de rapport de force qui est justifié que le dialogue ne puisse pas réussir. Et quand vous regardez la façon dont l'opposition a abordé ce dialogue, vous constatez que le parti UNIR était un seul bloc, soutenu un peu à côté par l'UFC, et de l'autre côté, il y avait une panoplie de partis d'opposition. Il y avait ADI, il y avait l'ANC, il y avait Arc-en-Ciel. À supposer qu'il y avait eu une dynamique unitaire au sein de l'opposition, l'opposition ne devait pas se représenter à plusieurs à ce dialogue. On aurait pu, par exemple, envoyer 2 ou 3 représentants
qui vont à ce dialogue à la fois au nom de l'ANC ADI et de Arc-en-Ciel, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir les représentants de Arc-en-Ciel à côté, les représentants de ADI, les représentants de l'ANC. On avait besoin tout simplement des représentants de l'opposition. Pour moi, c'est ça qui aurait impressionné le Parti Unir. Le Parti Unir a compris que l'opposition était dispersée. L'opposition n'avait pas de cohésion, même si par ailleurs, on nous a rassuré que avant même le commencement du dialogue, les partis de l'opposition s'étaient concertés. Et moi, je pense même que la concertation devait plutôt aller jusque vers les partis de l'opposition extra-parlementaire. Les partis de l'opposition qui siègent au Parlement ne devraient pas considérer que les partis de l'opposition extra-parlementaire comptaient pour du beurre. Et c'est ça, la façon ou la conception que certains partis ont de la gestion de la lutte. Dès lors que vous ne pouvez pas rassembler les gens dans la rue, dès lors que vous n'êtes pas au Parlement avec des élus, on considère que vous ne valez rien, vous comptez pour du beurre. Et même au sein de la société civile, il y a des gens suffisamment outillés avec des réflexions pertinentes avec lesquelles on peut également compter. L'opposition peut également consulter ces personnes-là qui sont dans la société civile et qui développent des réflexions pour que la lutte et le pays puissent avancer. Il faut prendre en compte également ces gens-là. Il ne faut pas les considérer comme du néant en disant qu'ils n'ont pas d'élus à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas mobiliser des gens dans la rue et par rapport à cela, ils comptent pour du beurre. Moi, je pense que l'opposition, avant d'aller à ce dialogue, aurait dû développer un mécanisme qui permette à la fois de consulter certaines personnalités de la société civile et même certains partis de l'opposition extra-parlementaire. Parce que pour moi, ces entités ne comptent pas pour du beurre. Elles comptent aussi dans la vie politique nationale. Alors, si au niveau de l'opposition, certains pensent que les autres partis, les autres entités ne comptent pas, ils oublient que le Parti Unir développe la même réflexion, c'est-à-dire la même réflexion sur le rapport de force. Déjà au niveau de l'opposition, on appréhende la participation à la lutte comme étant une question de rapport de force. Pour le CST, les autres ne comptent pas beaucoup, parce qu'ils ne sont pas capables de grandes mobilisations dans la rue, ils ne sont pas au Parlement. Alors le Parti Unir développe la même conception en disant, ben, si l'opposition n'a pas de rapport de force, nous ne lui céderons rien. Alors je vais dire que la première explication de l'échec, c'est l'absence de rapport de force. L'opposition n'a pas abordé le dialogue dans une cohésion qui aurait fait peur au Parti Unir, qui aurait fait comprendre au Parti Unir que derrière les représentants de l'opposition qui sont venus au dialogue, il y a toute l'opposition et il y a une cohésion au niveau de l'opposition, parce que chaque fois qu'il y a une cohésion au niveau de l'opposition, les populations suivent, les populations sont derrière. On se souvient par exemple de la mobilisation du 12 juin 2012 à Técon. Il y a eu cette mobilisation monstre parce que l'opposition était ensemble. Moi je me souviens que sur les dernières périodes, je ne participe pas aux marches, mais à cette marche-là j'y étais, comme d'autres aussi, parce que toute l'opposition était ensemble. C'était dans une dynamique unitaire. Et on a vu le nombre de cette marche après. Donc, première explication de l'échec, c'est l'absence de rapport de force. Deuxième explication, c'est l'insuffisance de réflexion au niveau de l'opposition. Quand on va à un dialogue comme celui que nous avons connu, normalement, il lui était souhaitable que l'opposition se retrouvât dans un grand cercle pour réfléchir, pour savoir comment aborder ce dialogue.
On nous a dit qu'il y a eu des concertations entre le CSD et Arc-en-Ciel. Pour moi, la concertation était insuffisante. Il fallait des assises où on réfléchit pour savoir exactement comment aborder le dialogue. Quels sont les sujets qu'on devait discuter à ce dialogue et comment discuter de ces sujets-là. Bon, alors, lorsqu'on va à un dialogue avec le parti uni et que les principales revendications ou exigences qu'on véhicule, c'est la limitation du mandat avec effet immédiat, c'est le mode de scrutin à deux tours, il est évident que l'on s'attaque au talon d'Achille du parti uni. Vous heurtez le parti uni parce que ce sont ces deux éléments qui permettent au parti uni de garder le pouvoir. Et même en 2015, quand il va y avoir des élections, ce sont ces deux éléments sur lesquels le parti uni va jouer pour pouvoir se maintenir. Donc, quand l'opposition dit qu'il faut limiter le mandat avec effet immédiat, ça veut dire qu'elle dit que M. Faure Gnassingbé ne doit pas se représenter à la prochaine élection. Mais quand on voit la Constitution qui a été révisée à partir de 2002, donc ce n'est plus la Constitution de 92 qui est en vigueur, eh bien, la loi dit que le chef de l'État peut se représenter autant de fois qu'il le voudra. Je ne l'accepte pas. Ça n'existe plus dans beaucoup de pays. Le mandat est limité partout. Et c'est le souhait de tout un chacun, surtout de tous ceux qui veulent une alternance politique. Mais on doit savoir que lorsqu'on va à un dialogue en étant porteur de cette exigence, eh bien, on s'attaque au talon d'Achille, à la faiblesse même du parti uni. Et puis, deuxième chose, lorsqu'on parle du mode de scrutin, l'on s'attaque également au talon d'Achille. Moi, j'avais pensé que l'opposition se serait présentée à ce dialogue en disant simplement voilà, nous sommes venus, mais tout le travail qui a été fait par le CPDC Renouvé, nous l'acceptons. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, même si par ailleurs ceux qui ont fait ce travail à l'époque ont été contestés par certains partis de l'opposition et même par des citoyens. Mais quel est le contenu du travail? Est-ce que le travail est bon? Est-ce que le travail arrange? Alors si le travail est bon et que le travail arrange, l'opposition aurait pu dire simplement, eh bien, nous nous mettons d'accord sur ce travail. Maintenant, sur les 12 points que nous avons listés, s'il y a des points qui n'avaient pas été pris en compte par ce travail du CPDC Renouvé, eh bien, nous pouvons parler de ces points-là. Parce qu'en disant les choses comme ça, on est sûr que le CPDC Renouvé avait accepté la limitation de mandat. Maintenant, l'effet immédiat ou l'effet postérieur sera discuté. Et si le parti unir n'accepte pas l'effet immédiat, mais l'opposition accepte quand même la limitation de mandat. Parce qu'à supposer qu'on avait accepté ça, on avait discuté de ça en 2006, déjà dans l'accord politique global. Aujourd'hui, nous savons qu'en 2015, ce serait fini pour le mandat de Faure Gnassingbé. On n'avait pas discuté ça pendant l'accord politique global, on avait plutôt discuté des conditions d'éligibilité qui amèneraient Idriss Olympio à se représenter à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, au moins il faut accepter la limitation de mandat, même si ce n'est pas avec effet immédiat. On l'a quand même pour le futur. Parce que là, nous risquons de ne même pas l'avoir, la limitation de mandat avec effet ultérieur ou postérieur. Donc pour moi, on aurait pu accepter en bloc le travail du CPDC Renouvé en disant ça c'est un acquis. Même si à l'époque nous avons critiqué ce cadre de travail, nous acceptons son travail. Prenons ça comme point de départ, comme acquis. Et puis maintenant, s'il y a des points qui restent
parce que ne se trouvant pas dans le canevas du CPDC renouvelé, eh bien discutons de ces points-là. Mais lorsqu'on reprend tout en disant, eh bien, point par point, nous voulons discuter des choses, je pense que l'opposition n'avait pas fait preuve de stratégie. Elle n'a pas été stratégique en voulant rediscuter tous les points, en considérant que le travail qui a été fait par les autres cadres était inexistant, ou tous ces gens-là ne valaient rien, ils n'avaient aucune légitimité pour nous imposer un travail. Donc je pense qu'il y a eu insuffisance de réflexion de la part de l'opposition dans le fait même d'aborder le dialogue. Parce qu'avant même d'aborder le dialogue, il lui était souhaitable que l'opposition se retrouvât pour réfléchir sur comment aborder le dialogue. Quelles sont les exigences que nous devons aller poser et comment devons-nous faire pour amener le parti uni ou le pouvoir à accepter ces exigences-là. Donc là aussi, il y a eu, à mon avis, des difficultés. Alors, il y a également la question de la facilitation. Pour moi, la facilitation n'a pas été efficace. En disant ça, ce n'est pas manquer de respect à Monseigneur Mariga, qui est une personnalité respectable, religieuse par ailleurs, parce que nous sommes tous des croyants, les Togolais sont des croyants, et ceux qui sont les dignités, les garants de nos croyances, nous leur devons souvent du respect. Mais je pense que dans un dialogue entre les acteurs, ou entre des acteurs qui ne s'entendent pas, et où la confiance n'existe pas entre les acteurs, il est important que le facilitateur ou le médiateur soit une personnalité d'envergure, qui soit capable à un moment donné de comprendre le contexte et de s'imposer au parti. C'est-à-dire que au cours du dialogue, il faut que le facilitateur soit à même, lorsqu'il comprend le contexte, de se retrouver avec une partie et de lui dire, tel que moi je vois les choses, voilà le sens dans lequel vous devez aller pour que ça marche. Je pense que c'est ce que fait, et c'est la raison pour laquelle il réussit souvent ces médiations. C'est-à-dire que le médiateur ou le facilitateur doit être capable à un moment donné de dire la vérité, de dire moi je comprends le contexte, vous, pour que le pays marche, vous devez céder sur ce point. Et il s'impose. Pour moi, le facilitateur doit être quelqu'un qui a de l'envergure, qui peut aller voir le chef de l'État pour dire eh bien, le dialogue est bloqué, et il y a nécessité que vous fassiez des concessions. Je pense que Monseigneur Mariga n'est pas la personne la mieux indiquée pour jouer ce rôle. Ce rôle de facilitateur, on devait le confier à un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État pour qui le chef de l'État lui-même, le chef de l'État togolais, devait avoir des égards. On prend le président Moïse, par exemple, le président Kérékou, ou même le président Pampé, même s'il a des problèmes chez lui, qui vient, ancien chef d'État, qui s'impose, grand frère de notre chef de l'État, qui peut lui dire, bon voilà, nous sommes bloqués dans le dialogue, voilà ce que je pense, voilà le sens. Mais avec Monseigneur Mariga, nous avons eu plutôt affaire à un diplomate qui avait même du mal à nous dire ce qui se passe réellement au dialogue. Il marchait tout le temps sur le fil du rasoir. Il ne veut pas frustrer un camp. Il ne veut pas frustrer l'autre camp. Et tout le temps, il marchait sur des œufs pour dire les choses. Normalement, ce n'est pas de cette facilitation que le Togo a besoin, parce que le Togo est un pays compliqué. Les acteurs ne s'entendent pas. Il fallait que ce soit quelqu'un d'une envergure. Donc voilà un peu les raisons essentielles de l'échec.
Maintenant, il y a eu échec. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence de cet échec? Pour moi, la conséquence, c'est que le Parti UNIR ne veut pas faire les réformes. Parce que le Parti UNIR ne veut pas faire les réformes parce qu'il veut conserver le pouvoir en 2015. Si jamais il faisait les réformes peuvent jouer contre son objectif de conserver le pouvoir en 2015. Donc c'est clair pour tout le monde que le Parti UNIR ne veut pas faire les réformes. Alors dans ces conditions, que faire? C'est là la grande question. Est-ce qu'il faut attendre un nouveau dialogue? Je pense que l'opposition est dans cette attitude-là. Elle attend encore un nouveau dialogue. Parce que quand moi j'ai entendu les propos des responsables du CSD, ce collectif qui a engagé 3 jours de manifestation dans les prochains jours, l'objectif c'est d'amener à nouveau le Parti UNIR à appeler à un nouveau dialogue. Est-ce que c'est la meilleure attitude? J'ai écouté également les responsables de la coalition arc-en-ciel. La question leur a été posée clairement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aucun n'a été capable de développer un plan B, un plan qui contournerait le refus des réformes du Parti UNIR. On dit simplement, le peuple doit faire un sacrifice, tous les acteurs doivent faire un sacrifice. Qu'est-ce que ça dit, faire un sacrifice? Est-ce que ce peuple n'a pas fait tant de sacrifices? Tous ces gens qui ont été tués, tous ces gens qui ont été mutilés, etc. Toute cette déception, les trahisons successives des hommes politiques, etc. De quel sacrifice parle-t-on encore si l'opposition elle-même n'est pas capable de faire ce sacrifice? Donc, aucun des acteurs politiques n'a été capable de développer un plan B à côté du refus du Parti UNIR de faire les réformes. Et les réformes essentielles, comme on l'a dit, mode de scrutin et limitation de mandat avec effet immédiat. Alors, c'est la raison pour laquelle, à l'appel des patriotes, nous avons compris qu'il fallait monter au créneau pour dire, face à la tergiversation de l'opposition et des acteurs politiques, nous devons lancer un message clair en leur direction. Parce que quand vous faites les calculs, nous sommes au mois de juin, l'élection présidentielle de 2015 est dans quelques mois. Ça se passerait normalement quand vous regardez la Constitution, quand vous lisez la Constitution au mois de février. Alors, est-ce qu'il faut attendre encore un nouveau dialogue quand on sait même que ce nouveau dialogue ne nous permettra pas d'aller aux réformes? Ou est-ce qu'il faut attendre que le Parti UNIR fasse une proposition de loi ou que le gouvernement fasse un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire quelques réformettes et appeler l'opposition à discuter et à dialoguer à l'Assemblée nationale? Parce qu'il faut souligner par ailleurs que le chef de l'État, quand on lui a parlé de dialogue, il a dit « Eh bien, pour nous, les réformes doivent se faire à l'Assemblée nationale. » C'est ça ce que le Parti UNIR a dit. Les réformes doivent se faire à l'Assemblée nationale. Chemin faisant, on a créé un cadre ad hoc à côté pour accuser la communauté internationale. Mais on sait très bien qu'on n'a pas quitté la position de départ. La position de départ, c'est que ça doit se passer à l'Assemblée nationale. On a créé ce cadre pour faire du cinéma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au cours de ce dialogue, le Parti UNIR, ses représentants n'ont pas été assez loquaces sur les différents points. Ils n'ont pas beaucoup parlé. On les a même interpellés sur les recommandations de la CVJR. Parce que quand vous regardez les recommandations de la CVJR, la plupart des 12 points inscrits à l'ordre du jour s'emboîtent dans les recommandations de la CVJR.
Vous pensez que si le parti UNIR avait la volonté de faire les réformes, il aurait attendu un dialogue pour les faire depuis l'accord politique global en 2006, en passant par l'accord RPT-UFC qui a reconduit la nécessité de faire les réformes et les recommandations de la CVJR. Vous pensez qu'on avait besoin d'attendre un dialogue pour faire ces réformes, alors que ces réformes ont été exigées dans tous ces documents? Et quand on a interpellé le parti UNIR au cours du dialogue sur les recommandations de la CVJR, le parti UNIR a dit qu'il n'est pas destinataire des recommandations de la CVJR. C'est faux, c'est archi faux. Parce que le parti UNIR est au pouvoir. C'est le parti qui est au pouvoir. C'est à lui à mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Et puis je me souviens très bien que les recommandations de la CVJR ont été remises au chef de l'État, qui est par ailleurs le président du parti UNIR. Il est le président du parti UNIR. Donc le parti UNIR ne peut pas nous dire qu'il n'est pas le destinataire des recommandations de la CVJR. C'est lui qui est le destinataire de la CVJR, parce que c'est lui qui est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui met en œuvre toutes les solutions qui doivent concourir au mieux-être de la nation. Et son président, ou en tout cas son président, est le chef de l'État. Donc on ne peut pas se débiner en disant ça. Donc le fait d'avoir gelé tous ces documents qui prescrivaient les réformes et de dire on va à un dialogue, c'est à mon avis de la supercherie. C'est pour tromper la communauté internationale. Moi j'aurais été un acteur de l'opposition, je n'irais pas à ce dialogue. Parce que d'ailleurs je l'ai prédit que ce dialogue ne déboucherait sur rien. Quand je le disais, j'y croyais fermement. Et j'ai eu raison. Mais ce n'est pas pour autant que je tire une gloriole. Je suis triste comme tous ceux qui avaient cru à ce dialogue-là. Je suis triste comme tout le monde. Mais je constate que ce que j'avais dit s'est avéré. Même si par ailleurs, j'ai été proprement insulté par des acteurs politiques et par des citoyens qui ont dit ben, c'est bien d'avoir dit à ce monsieur-là que ce qu'il dit là, son oracle-là, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'il a invité l'opposition à s'unir et que l'opposition ne peut pas s'unir qu'il va raconter des balivernes. Ce ne sont pas des balivernes. Aujourd'hui, l'appel des patriotes a raison. Quand il a dit que l'opposition devait engager une dynamique unitaire et que les réformes étaient enfermées dans un rapport de force et qu'il n'y avait qu'une dynamique unitaire qui aurait permis de développer ce rapport de force. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut